Mon nom est Alexandre Dubois. J'ai 38 ans et, au cours de la dernière décennie, j'ai été le pilier stratégique de l'empire commercial de ma famille à Paris. Les gens de notre cercle me connaissent comme le plus rationnel. Celui qui garde son calme quand les affaires échouent, qui trouve des solutions quand tout le monde ne voit que des problèmes. J'ai délibérément bâti cette réputation. En affaires, l'émotion est une faiblesse. Le contrôle est primordial. J'ai épousé Isabelle il y a 7 ans, en 2018. Elle avait 29 ans et moi 31. À l'époque, je croyais que nous avions quelque chose de solide. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée de bienfaisance à Saint-Germain-des-Prés. Elle était charmante, ambitieuse et semblait partager ma vision de construire quelque chose de significatif ensemble. Je l'ai introduite dans l'entreprise familiale, l'ai fait entrer dans notre monde et l'ai vue s'intégrer parfaitement aux opérations des Dubois. Les premières fissures sont apparues environ 8 mois avant la réunion annuelle de famille. Des petites choses. Elle a commencé à travailler plus tard plus fréquemment, toujours avec des explications plausibles. Des dîners d'affaires qui s'éternisaient, des réunions avec des clients impossibles à reporter. Son téléphone est devenu une forteresse. Mot de passe changé 2 fois en 3 mois. Quand je touchais son épaule pendant qu'elle envoyait un SMS, elle tressaillait comme si je l'avais prise en flagrant délit. Je ne suis pas du genre jaloux, mais je suis observateur. C'est ce qui a fait mon succès en affaires. Je remarquais les schémas, les incohérences, les petits détails qui ne collent pas. Alors, j'ai commencé à faire attention, vraiment attention. Si vous aimez les histoires de vengeance froide et de rebondissements captivants, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Il y a de nouvelles histoires inédites ici tous les jours, chacune plus intense que la précédente. La réunion était prévue fin septembre 2024 dans notre domaine familial en Normandie. Une quarantaine de membres de la famille, des associés, la foule habituelle avec laquelle nous nous réunissions depuis 15 ans. J'attendais cela avec l'impatience que l'on a pour un rendez-vous chez le dentiste. Mais c'était une tradition. La famille Dubois tirait fierté de ses traditions. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ma femme utilise cette tradition comme une scène pour sa trahison. Nous étions dans le grand salon, les boissons coulaient, les conversations portaient sur les bénéfices trimestriels et la saison du football. Mon cousin Étienne Fournier était là, 34 ans, toujours à se comporter comme s'il méritait plus qu'il n'avait gagné. Nous n'avions jamais été particulièrement proches. Il avait travaillé dans l'entreprise familiale de manière périphérique, gérant des petits comptes, rien de substantiel. Il avait du charisme, mais manquait de suivi, le genre de gars qui parlait mieux qu'il n'agissait. Isabelle se leva pendant le dîner. Elle tapa son verre avec une fourchette, et la pièce se tut. J'ai supposé qu'elle allait porter un toast à quelqu'un, ou peut-être annoncer une initiative caritative sur laquelle elle travaillait. Au lieu de cela, elle me regarda directement et prononça des mots que je n'oublierai jamais. J'ai une annonce à faire, dit-elle, sa voix ferme, presque fière. Alexandre et moi allons divorcer. Je fréquente Étienne depuis 6 mois, et nous sommes amoureux. Je voulais que tout le monde le sache avant que les avocats ne s'en mêlent. La pièce devint silencieuse. Pas le silence poli de l'anticipation, mais le silence choqué, étouffant du scandale. 40 paires d'yeux se tournèrent vers moi. La fourchette de mon oncle Henri claqua contre son assiette. La main de ma mère se porta à sa poitrine. Étienne était assis là avec un sourire satisfait, comme s'il venait de gagner quelque chose. Je ne réagis pas, pas visiblement, du moins. À l'intérieur, quelque chose de froid et de calculé se mit en place. Mais à l'extérieur, je me contentais de hocher la tête, de poser mon verre de vin, de me lever. Excusez-moi, dis-je. J'ai besoin de prendre l'air. Je sortis de cette salle à manger, tous les yeux rivés sur moi. Et je ne regardais pas en arrière. Ni Isabelle, ni Étienne, ni la famille dont j'avais passé des années à gagner le respect. Je sortis sur la véranda donnant sur l'Atlantique et y restai debout tandis que les vagues s'écrasaient contre les rochers en contrebas. C'est là que je me permis de sourire, car Isabelle avait commis une erreur critique. Elle pensait que j'avais été aveugle à son aventure. Elle pensait que je serais pris au dépourvu, dévasté, non préparé. Elle n'avait aucune idée que je me préparais à ce moment depuis des mois. 4 mois avant cette réunion, fin mai 2024, j'avais remarqué qu'Isabelle avait commencé à mentionner Étienne plus fréquemment. Des commentaires occasionnels au début, comment il avait partagé une idée d'investissement intéressante, comment il l'avait aidé à examiner certains contrats, comment il comprenait vraiment la pression des dynamiques de l'entreprise familiale.
Chaque mention était soigneusement construite pour paraître innocente, mais ensemble, elles formaient un schéma. Je suis un stratège par nature. En affaires, on ne réagit pas au premier signe de problème. On rassemble des informations. On construit une image complète avant d'agir. C'est ce que j'ai fait. J'ai appelé Maître Dubois, mon avocat. Nous avions travaillé ensemble pendant 12 ans, depuis que j'avais négocié ma première acquisition majeure. Maître Dubois était méticuleux, discret et coûteux, valant chaque euro de son tarif horaire de 500 €. J'ai besoin que vous examiniez quelque chose, lui dis-je autour d'un café dans un endroit du centre-ville. Mon contrat de mariage avec Isabelle, et je dois comprendre ce qu'il advient des actifs commerciaux en cas de divorce. Maître Dubois ne posa pas de questions inutiles. Il sortit simplement sa tablette et commença à prendre des notes. Recherche de protection ou de préparation, demanda-t-il. Les deux, dis-je. Le contrat de mariage était solide. Nous l'avions signé il y a 7 ans. Standard pour les familles comme la nôtre. En cas de divorce, chaque partie conservait ce qu'elle avait apporté au mariage plus 50% des actifs acquis conjointement pendant le mariage. Le problème était de définir acquis conjointement. Isabelle avait une autorité de signature sur plusieurs comptes subsidiaires. Elle avait été impliquée dans des décisions commerciales. Un bon avocat pourrait arguer qu'elle avait acquis une participation au-delà de ce que le contrat de mariage spécifiait. Alors Maître Dubois et moi avons commencé à nous préparer. Nous devions tout documenter, réorganiser certaines structures, et surtout, le faire sans éveiller les soupçons. Je vais vous envoyer des documents d'entreprise mis à jour, me dit Maître Dubois une semaine plus tard. Des choses standards. Accord d'exploitation mis à jour pour les filiales. Nouveau protocole de conformité. Maintenance d'entreprise de routine. Faites simplement signer Isabelle là où c'est indiqué. Elle est signataire autorisée de toute façon, donc cela ne devrait pas soulever de problème. Ces documents semblaient routiniers. Des pages de langage juridique sur la gouvernance d'entreprise, les responsabilités fiduciaires, les procédures d'exploitation standard. Enfouies dans ce langage se trouvaient des clauses qui me transféraient personnellement le contrôle opérationnel de 3 filiales clés, déplaçaient les actions votantes dans une structure qu'Isabelle ne pouvait pas toucher, et rendaient essentiellement ces actions sans valeur à moins que je n'en décide autrement. Elle les a signées un mardi soir début juin 2024, levant à peine les yeux de son téléphone, probablement en train de texter Étienne. Je l'ai regardé apposer sa signature sur 6 documents différents, chacun démantelant discrètement l'influence financière qu'elle pensait avoir. Encore de la paperasse, demanda-t-elle, agacée. Des trucs de conformité annuelle, dis-je, Maître Dubois est minutieux. Elle retourna à son téléphone. C'était facile, mais je n'avais pas fini. Je devais comprendre à quoi j'avais vraiment affaire. S'agissait-il simplement d'une liaison, ou y avait-il quelque chose de plus grand? Alors, j'ai engagé une détective privée. Pas le genre d'Hollywood, juste une ancienne enquêtrice financière nommée Madame Dubois, spécialisée dans les investigations corporatives. Je lui ai payé 8 000 € d'avance et lui ai donné 3 noms, Isabelle Dubois, Étienne Fournier, et tout associé qui pourrait être pertinent. Le rapport de Madame Dubois est arrivé 3 semaines plus tard, mi-juillet. 52 pages de photos de surveillance, de relevés financiers et de communication documentée. La liaison était réelle. Elle avait commencé en mars 2024 lors d'une conférence d'affaires à New York. Mais c'est ce que Madame Dubois avait trouvé d'autre qui me préoccupait. Étienne avait des dettes de jeu, de sérieuses. Il jouait au poker à enjeux élevés dans un club clandestin du quartier de la Bourse, perdant constamment. Il devait plus de 85 000 € à des gens qui n'acceptent pas les plans de paiement. Le genre de personne qui casse des doigts quand on est en retard. Et il y avait quelqu'un d'autre impliqué. Marc Leclerc, l'ex-beau-frère d'Isabelle de son premier mariage. Je l'avais rencontré 1 ou 2 fois. Un type habile. Travaillait dans le capital risque. Semblait toujours proposer quelque chose. Il avait rencontré Étienne et Isabelle régulièrement, dans des cafés, des bars, une fois dans un restaurant d'hôtel à Boulogne. Les 3 avaient de longues conversations, examinaient des documents, planifiaient quelque chose. Madame Dubois inclut des relevés de téléphone portable, une zone grise légale sur la façon dont elle les avait obtenus, mais je n'ai pas posé de questions. Les messages étaient codés mais suffisamment clairs. Il prévoyait d'utiliser le divorce pour prendre le contrôle des actifs familiaux. Isabelle exigerait sa part, prétendrait qu'elle avait joué un rôle déterminant dans la construction de l'entreprise, gonflerait ses contributions.
Étienne la soutiendrait, fournirait un témoignage sur son rôle. Marc avait aligné des avocats, des stratèges, même une agence de relations publiques pour façonner le récit. Ils allaient me présenter comme le conjoint contrôleur qui avait mis de côté sa femme ambitieuse. Peindre Isabelle comme la partenaire sous-évaluée qui méritait une plus grande part. Utiliser la pression médiatique et la politique familiale pour forcer un règlement qui lui donnerait une participation importante. Ensuite, Étienne et Marc l'aideraient à transformer cette participation en contrôle réel, me poussant hors de ma propre entreprise familiale. C'était en fait un bon plan si je ne l'avais pas vu venir. Je suis resté assis dans mon bureau à domicile dans le Marais, lisant le rapport de Madame Dubois pour la 3e fois et j'ai commencé à rire. Non pas de joie, mais de la pure absurdité de la chose. Isabelle pensait qu'elle jouait aux échecs alors que j'observais tout l'échiquier. Étienne pensait qu'il obtenait enfin son moment de gloire. Marc pensait qu'il avait trouvé une faiblesse à exploiter. Il n'avait aucune idée de ce qui allait leur tomber dessus. J'ai passé les 2 mois suivants, de fin juillet à septembre 2024, à fortifier discrètement ma position. J'ai documenté chaque décision commerciale dans laquelle Isabelle avait été impliquée, y compris celle où elle était en désaccord avec des stratégies réussies. J'ai obtenu des témoignages de chefs de département sur qui avait réellement stimulé la croissance. J'ai transféré des actifs personnels dans des fiducies protégées. J'ai changé les mots de passe, mis à jour les bénéficiaires et m'est assuré que chaque compte joint avait des protocoles de transfert gelés qui nécessitaient les 2 signatures. Maître Dubois a rédigé les papiers de divorce. Non pas pour les déposer tout de suite, juste pour les avoir prêts. Nous avons inclus des dispositions de comptabilité judiciaire, des clauses d'enquête pour frauder, surtout, l'application de la clause d'infidélité du contrat de mariage. La France n'est pas un état de xénophobie pur. L'adultère compte toujours dans la division des biens. J'ai également commencé à documenter la routine quotidienne d'Isabelle, où elle allait, qui elle rencontrait, à quelle fréquence elle mentait sur ses allées et venues. Je ne l'ai jamais confrontée, jamais donné la moindre indication que je savais. J'ai juste observé, enregistré et préparé. La semaine avant la réunion de famille, Maître Dubois m'a appelé. Tout est en place, dit-il. Dès qu'elle dépose ou fait le moindre mouvement, nous la contrecarrons immédiatement. Elle n'aura aucun levier. Bien, dis-je, parce qu'elle va faire son mouvement bientôt. Je le sens. J'avais raison. Elle l'a juste fait plus publiquement que je ne l'avais prévu. Le matin après l'annonce de la réunion, je me suis réveillé dans une chambre d'amis du domaine. Isabelle était déjà partie, vraisemblablement avec Étienne. La famille était en plein chaos. Mon téléphone affichait 37 appels manqués. Les messages textes allaient du soutien à l'accusation. Ma mère voulait parler. Mon oncle voulait une réunion de stratégie. Tout le monde avait une opinion sur ce que je devais faire ensuite. Je les ai tous ignorés. Au lieu de cela, j'ai appelé Maître Dubois. C'est l'heure, dis-je. Déposez tout. En moins de 2 heures, les papiers de divorce étaient déposés au tribunal de Paris. L'adultère était cité, l'application du contrat de mariage demandé, la divulgation financière complète exigée, et surtout, le gel immédiat de tous les comptes et actifs conjoints en attendant l'enquête. Maître Dubois avait également inclus une requête en injonction d'urgence, arguant qu'Isabelle présentait un risque de fuite avec des actifs conjugaux. Le juge l'a accordé à la fin de la journée. Tous les comptes auxquels Isabelle avait accès étaient gelés. Ses cartes de crédit liées à nos comptes joints ne fonctionnaient plus. La Tesla Model Y qu'elle conduisait, techniquement louée par l'entreprise, a été signalée comme devant être rendue à des fins d'inventaire. Son accès au bâtiment de l'entreprise nécessitait mon autorisation. Elle m'a appelé à 19 h, furieuse. « Qu'est-ce que tu as fait ?» cria-t-elle. « Mes cartes ne fonctionnent pas. Je ne peux accéder à rien. » Déposer une demande de divorce et tu en subis les conséquences, dis-je calmement. Tu voulais que les avocats s'en mêlent. Maintenant, ils le sont. Tu ne peux pas simplement me couper les vivres, dit-elle. J'ai des droits. J'ai aidé à construire cette entreprise. Vraiment, demandai-je. Parce que j'ai des documents qui suggèrent le contraire, mais nous pouvons en discuter au tribunal. Elle raccrocha. 20 minutes plus tard, son avocat appela Maître Dubois. Un certain Maître Fournier. Costume coûteux et dossier médiocre. Il fit des demandes. Maître Dubois se moqua de lui. Littéralement, il rit et dit, « Votre cliente a commis l'adultère avec le cousin du demandeur, l'a annoncé publiquement, et vous pensez avoir un levier ?
déposez vos requêtes. Nous vous verrons au tribunal. Mais je n'étais pas satisfait d'une simple bataille juridique. Je devais comprendre toute l'étendue de leur plan et je devais le démanteler complètement. C'est alors que j'ai décidé de m'en prendre directement à Étienne. J'ai rappelé Madame Dubois. La dette de jeu, dis-je. J'ai besoin de noms. À qui doit-il de l'argent? Elle hésita. C'est un terrain dangereux, Alexandre. Ce ne sont pas des hommes d'affaires. Ce sont des criminels. Je m'en fiche, dis-je. Je dois savoir qui le tient en laisse. 2 jours plus tard, j'avais un nom. Monsieur Carboni dirigeait l'opération de poker clandestine depuis un endroit déguisé en club social privé près de la gare du Nord. Madame Dubois m'a averti de ne pas l'approcher directement, mais je ne suis pas stupide. Je sais comment ces choses fonctionnent. J'ai demandé à Maître Dubois de le contacter par l'intermédiaire d'une connaissance commune, un détective de la police nationale à la retraite qui avait fait du conseil en sécurité pour nous. Le message était simple, je voulais acheter la dette d'Étienne. Monsieur Carboni m'a appelé personnellement. Voix rauque, accent parisien, épais comme de la soupe. Vous êtes le cousin, dit-il, celui dont la femme est avec lui. C'est moi, dis-je. Pourquoi voulez-vous sa dette, demanda-t-il. Vous préparez quelque chose de stupide? Je prépare quelque chose d'intelligent, dis-je. Il vous doit 85 000 euros. Je vous donnerai 95 000 euros en espèces tout de suite, et vous me transférerez la dette. Vous gagnez 10 000 euros pour un coup de fil. Il rit. Je vous aime bien. Vous êtes pragmatique, mais pourquoi? Parce que je vais l'utiliser comme levier, dis-je. Et contrairement à Étienne, je paie réellement mes dettes. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant du 13e arrondissement début octobre 2024. Monsieur Carboni est arrivé avec un seul homme. Je suis arrivé seul avec une mallette contenant 95 000 euros en billets de 100. J'avais retiré l'argent pendant 3 semaines de divers comptes d'entreprise, des retraits structurés qui ne déclencheraient pas d'exigence de déclaration, tous dûment documentés comme des dépenses commerciales légitimes via notre budget de conseil en sécurité. La mallette elle-même était celle que nous utilisions pour les transferts de documents de grande valeur. Rien qui n'attirait l'attention. Nous avons signé un accord manuscrit. Il m'a donné des copies des reconnaissances de dette d'Étienne et nous nous sommes serrés la main. Votre cousin est un idiot, dit monsieur Carboni. Il continuait à doubler la mise sur de mauvaises mains, sans discipline. Il a toujours été comme ça, dis-je. Maintenant, je possédais la dette d'Étienne, et il n'en avait aucune idée. Mais j'avais encore besoin de plus. Je devais comprendre le rôle de Marc Leclerc. J'ai donc demandé à Madame Dubois de fouiller plus profondément dans ses antécédents, ses affaires, toutes les vulnérabilités que je pourrais exploiter. Ce qu'elle a trouvé était magnifique. Marc avait été impliqué dans une enquête pour fraude boursière en 2019. Aucune accusation n'avait été portée, mais la haute autorité des marchés financiers avait examiné des transactions douteuses impliquant une start-up qui avait fait faillite étrangement rapidement. Il s'en était tiré sans encombre, mais de justesse. Les dossiers étaient scellés, mais Madame Dubois avait des contacts qui pouvaient accéder au résumé. Marc était sale. Pas manifestement, mais suffisamment pour que la bonne pression le fasse craquer. Et son implication avec Isabelle et Étienne signifiait qu'il conspirait pour me frauder, moi et l'entreprise familiale. C'était criminel, pas seulement civil. J'ai contacté le conseil juridique de notre famille, une femme nommée Maître Leroy, qui était avec nous depuis 20 ans. Je lui ai tout montré. Les documents que Madame Dubois avait compilés, la preuve de la conspiration, les communications entre Marc, Isabelle et Étienne. C'est de la fraude, dit Maître Leroy, le visage pâle. Il prévoyait de manipuler la procédure de divorce pour voler des capitaux. C'est passible de poursuite. Pénalement. Je sais, dis-je. Mais je ne veux pas de poursuite pénale. Pas encore. Je veux un levier. Elle hocha lentement la tête. Quel est votre plan? Je vais leur offrir un choix, dis-je. La manière facile ou la manière difficile. La confrontation devait être contrôlée. Assez publique pour avoir de l'importance, mais assez privée pour leur permettre une porte de sortie. J'ai choisi l'endroit avec soin. Un petit restaurant de quartier appelé chez Rosy à Montmartre, près de la place du Tertre. L'endroit existait depuis les années 1960, familial, rien de sophistiqué, juste une institution parisienne classique avec des banquettes usées et une cuisine honnête.
C'est là qu'Isabelle et moi avions eu notre premier rendez-vous il y a 8 ans, en 2017, à l'époque où je pensais qu'elle m'aimait vraiment. J'ai demandé à Maître Dubois d'envoyer des invitations formelles à Isabelle, Étienne et Marc avec leurs avocats, lieu neutre, discussion de médiation, possibilité de règlement. Les avocats ont accepté immédiatement. Ils pensaient que j'étais prêt à négocier. C'était fin octobre 2024 lorsque nous nous sommes finalement rencontrés. Je suis arrivé le premier, j'ai pris une banquette dans un coin, j'ai commandé un café. Maître Dubois était assis à côté de moi avec un porte-document en cuir contenant toutes les preuves que nous avions recueillies. Quand Isabelle est entrée avec Étienne et Marc, suivi de Maître Fournier et de 2 autres avocats, je ne me suis pas levé. J'ai simplement fait un geste vers les sièges en face de nous. Merci d'être venu, dis-je. Isabelle avait l'air confiante, presque suffisante. Elle pensait que c'était son moment de négocier un règlement favorable. Étienne avait son bras autour de ses épaules, possessif et triomphant. Marc était assis au bout, observant attentivement. Faisons vite, dit Maître Fournier. Ma cliente est prête à discuter des termes, mais elle s'attend à une juste compensation pour ses contributions à l'entreprise familiale. Juste compensation, répétai-je. Expression intéressante. J'ai fait glisser le premier document sur la table. C'était l'accord d'exploitation qu'Isabelle avait signé en juin. Les sections surlignées montraient comment elle m'avait transféré le contrôle. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-elle en le prenant. Votre signature, dis-je. Transférant le contrôle opérationnel des filiales. Vous l'avez signé en juin. Son visage est devenu pâle. C'était de la paperasse de routine. Vous avez dit que c'était de la conformité. C'était de la conformité, j'ai concédé. Conformité avec le droit des sociétés français, ce à quoi vous avez consenti en signant. Maître Fournier a saisi le document, a commencé à lire. Son expression confiante s'est brisée. C'est légal, a terminé Maître Dubois. Complètement légal. Votre cliente a cédé volontairement son contrôle opérationnel. Ce sont des documents de gouvernance d'entreprise standard correctement exécutés et déposés. J'ai fait glisser le deuxième document, le rapport de surveillance de Madame Dubois. Des photos d'Isabelle et Étienne horodatées et datées de mars à septembre. Preuve d'adultère, dis-je, qui, selon l'article 7 paragraphe 3 de notre contrat de mariage, constitue un motif de divorce pour faute et la perte de toute réclamation sur les actifs matrimoniaux au-delà de l'accord de base. Les mains d'Isabelle tremblaient. Vous m'espionniez. Je protégeais mes intérêts, dis-je. Ce qui nous amène au vrai problème. J'ai regardé Marc. Vous pensiez pouvoir manipuler un divorce familial en une prise de contrôle d'entreprise. Vous avez recruté Étienne, convaincu Isabelle qu'elle méritait plus, et prévu d'utiliser la pression médiatique et des manœuvres juridiques pour me forcer à quitter ma propre entreprise. Marc a essayé d'avoir l'air confus. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai fait glisser le troisième document, les relevés de téléphone portable, les journaux de réunion, la correspondance électronique. Si, vous savez. Et voici ce qui est intéressant. Ce que vous trois prépariez constitue une conspiration en vue de commettre une fraude. Une fraude criminelle. Nous avons des preuves documentées d'efforts coordonnés pour dénaturer les contributions, gonfler les valeurs des actifs et manipuler les procédures juridiques. Ce n'est pas une négociation. C'est une action en justice fondée sur des preuves contre une fraude prouvable. La table est devenue silencieuse. Même les avocats semblaient choqués. Étienne a finalement parlé. Vous ne pouvez pas prouver la conspiration. Nous ne faisions que parler. J'ai souri. En fait, je peux. Mais parlons d'abord d'autre chose. Votre dette de jeu. Son visage est devenu blanc. Isabelle s'est tournée pour le regarder. Quelle dette de jeu ? Étienne doit 85 000 € à des gens très désagréables du quartier de la Bourse, dis-je. Poker clandestin. Il perdait beaucoup depuis des mois, sauf qu'il ne leur doit plus rien. Il me doit à moi. J'ai acheté la dette. J'ai fait glisser les papiers de Monsieur Carboni, les reconnaissances de dette, tout. Étienne semblait sur le point de vomir. Vous mentez, dit Isabelle, mais sa voix était faible. Appelez Monsieur Carboni si vous voulez confirmer, dis-je. J'attendrai. Personne n'a appelé. Il savait que c'était vrai. Marc cherchait déjà la sortie. Ses avocats chuchotaient d'urgence. Voici ce qui va se passer, dis-je, ma voix calme et mesurée. Isabelle,
vous allez accepter les termes du divorce exactement tels qu'ils sont décrits dans notre contrat de mariage. Aucune réclamation supplémentaire, aucun actif contesté, aucune pension alimentaire. Vous gardez ce que vous avez apporté au mariage, plus vos 50% de base des actifs personnels acquis conjointement. C'est tout. En échange, je ne poursuis pas d'accusation de fraude contre vous ou vos complices. C'est du chantage, dit Maître Fournier faiblement. C'est une offre de règlement basée sur des preuves documentées de conspiration criminelle, corrigea Maître Dubois. Mon client a tout le droit légal d'engager des poursuites pénales. Nous avons des communications prouvant des efforts coordonnés pour frauder une entreprise familiale. Le procureur de la République serait très intéressé par cette affaire, mais mon client propose une résolution qui évite les poursuites pénales en échange du respect du contrat de mariage existant, que je vous rappelle que votre cliente a déjà signé volontairement. Je me suis tourné vers Étienne. Votre dette envers moi est pardonnée, mais vous êtes complètement hors de l'entreprise familiale. Pas de conseil, pas de contrat, pas de contact avec aucune entreprise des Dubois. Vous disparaissez entièrement de nos vies professionnelles. Il hocha la tête, incapable de parler. Et Marc, dis-je, le regardant directement, vous allez démissionner de tous les conseils d'administration, de tous les postes, de toutes les connexions que vous avez avec quiconque dans notre cercle d'affaires. Discrètement, immédiatement. Et si jamais j'entends votre nom associé à toute tentative d'interférence avec les intérêts de la famille Dubois, je remets tout ce que j'ai à l'AMF et je les laisse terminer ce qu'ils ont commencé en 2019. Marc se leva. C'est de l'extorsion. C'est la réalité, dis-je. Vous avez joué et perdu. Acceptez-le ou combattez-le. Mais si vous combattez, je vous promets que vous vous retrouverez devant un tribunal fédéral, expliquant à un jury pourquoi vous avez conspiré pour commettre une fraude d'entreprise. Votre choix. Il est parti, s'est simplement levé et est sorti. Ses avocats se sont précipités pour le suivre. Le message était clair. Il acceptait l'accord. Isabelle pleurait maintenant. Le mascara coulait sur son visage. Je t'aimais, dit-elle. Une fois, je t'ai vraiment aimé. Peut-être, dis-je. Mais l'amour ne survit pas à l'avidité. Vous avez fait votre choix lorsque vous avez décidé que je n'étais pas suffisant. Maintenant, vivez avec. Maître Fournier a négocié pendant 1 heure de plus, mais c'était du théâtre. Tout le monde savait que l'accord était conclu. Isabelle a signé l'accord de règlement cet après-midi-là. Pas de pension alimentaire, pas de participation, aucune réclamation au-delà du contrat de mariage. Elle a gardé ses biens personnels, sa voiture, ses bijoux. Elle a reçu 220 000 €, c'est 50% de nos économies et investissements conjoints. Elle a tout perdu le reste. La semaine suivante, début novembre 2024, j'ai convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration de l'entreprise familiale. Mon oncle Henri était là, ma mère, les autres actionnaires principaux. J'ai présenté les preuves de la conspiration, montré comment Isabelle, Étienne et Marc avaient prévu de manipuler le divorce pour tenter une prise de contrôle. Nous avons besoin d'une nouvelle direction, dis-je, une direction qui privilégie l'héritage familial à l'ambition personnelle. Je propose un audit complet de toutes les filiales, des protocoles de gouvernance mis à jour et une équipe de direction restructurée. Ils ont voté à l'unanimité pour me nommer PDG. Mon oncle, qui occupait le poste depuis 15 ans, s'est retiré avec grâce. Tu l'as mérité, Alexandre, dit-il. Tu as protégé la famille. L'audit a révélé quelques divergences. Rien de criminel, mais suffisamment pour montrer qu'Isabelle s'était positionnée pour s'attribuer le mérite d'accords qu'elle n'avait pas conclus, de contrats qu'elle n'avait pas négociés. Cela a validé tout ce que j'avais avancé. Le conseil a mis en œuvre de nouveaux protocoles de surveillance, et j'ai passé les 3 mois suivants à reconstruire la confiance et à renforcer notre structure d'entreprise. Pendant ce temps, les autorités avaient gardé un œil sur l'opération de M. Carboni. En décembre 2024, la police de Paris a fait une descente dans le club de poker clandestin. M. Carboni et plusieurs associés ont été arrêtés. Étienne, dont le nom figurait dans leur dossier financier, a été interrogé et finalement inculpé de jeu illégal. Il a conclu un accord de plaidoyer début 2025, a payé des amendes, a effectué des travaux d'intérêt général et a accepté une thérapie. Le casier judiciaire l'a suivi, rendant encore plus difficile de reconstruire sa réputation. Étienne a entièrement quitté Paris après cela. J'ai entendu par des ragots familiaux qu'il avait déménagé à Marseille pour essayer de recommencer.
Sans le nom de famille derrière lui et avec un casier judiciaire, il a eu du mal. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il gérait une concession automobile, faisant un travail honnête pour la première fois de sa vie. Isabelle a déménagé à New York, essayant de se lancer dans le conseil en mode ou quelque chose d'aussi vague. Nous ne nous sommes pas parlé depuis la finalisation du règlement en novembre 2024. Elle a 36 ans maintenant, recommence dans une ville où personne ne connaît son histoire. Marc a disparu de nos cercles d'affaires. Je n'ai pas eu besoin de le poursuivre davantage. Sa réputation était suffisamment endommagée pour que personne ne veuille travailler avec lui. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de priver quelqu'un d'opportunité. Mais je n'avais pas fini de construire. J'avais une idée. Quelque chose qui se formait depuis la nuit de l'annonce d'Isabelle. Ce restaurant où je les avais affrontés, chez Rosie, était à vendre. Le propriétaire prenait sa retraite et le bâtiment était mis en vente à 400 000 €, un prix étonnamment raisonnable pour Montmartre, mais c'était un petit espace dans un quartier qui n'avait pas encore entièrement été gentrifié, et le propriétaire voulait vendre à quelqu'un qui préserverait son caractère plutôt que de le vider pour des appartements. Je l'ai acheté en janvier 2025. Payé en espèces, finalisé en 3 semaines. J'ai gardé le nom, j'ai gardé le personnel, j'ai même gardé la plupart du menu, mais j'ai rénové l'arrière-salle, les transformé en un petit espace communautaire. Ensuite, j'ai créé la Fondation du Bois pour les jeunes entrepreneurs, une organisation à but non lucratif axée sur l'aide aux jeunes issus de milieux populaires pour créer leur propre entreprise. Nous fournissons des microcrédits, du mentorat, un soutien à la planification d'entreprise, toutes les choses que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé. Les bureaux de la Fondation se trouvent dans cette arrière-salle de chez Rosie, et 2 fois par mois, nous organisons des dîners de réseautage où des chefs d'entreprise établis rencontrent de jeunes entrepreneurs. C'est devenu quelque chose dont je suis vraiment fier, quelque chose qui compte plus que la vengeance n'aurait jamais pu le faire. 6 mois après la finalisation du divorce fin avril 2025, en comptant à partir du règlement de novembre 2024, j'ai reçu une lettre d'Étienne, manuscrite, de 3 pages. C'était principalement des excuses. Il a admis qu'il avait été jaloux de moi toute sa vie. Se sentait éclipsé par mon succès. A laissé cette jalousie se transformer en quelque chose de laid. Il a demandé s'il y avait un moyen de faire amende honorable. J'ai pensé l'ignorer. J'ai pensé renvoyer un froid rejet. Au lieu de cela, je l'ai appelé. Tu m'as blessé, dis-je. Tu as trahi la famille. Tu as presque détruit quelque chose que mon grand-père a bâti. Je sais, dit-il. Sa voix était différente, humble. Je ne demande pas pardon. Je voulais juste que tu saches que je comprends ce que j'ai fait. Tu travailles, demandai-je. Oui, la concession. C'est un travail honnête. J'apprends. Bien, dis-je, continue d'apprendre. Et si jamais tu veux faire quelque chose de plus, si tu es sérieux pour reconstruire ta vie légitimement, appelle Maître Dubois. Dis-lui que je t'ai dit de t'aider avec la planification d'entreprise. Pas un emploi, pas une aumône, juste des conseils, mais seulement si tu es sérieux. Il m'a remercié, la voix brisée. Je ne sais pas s'il acceptera un jour mon offre. Mais je l'ai faite parce que j'ai réalisé quelque chose à travers tout cela. La vraie force ne consiste pas à détruire ses ennemis. C'est d'être assez fort pour offrir la rédemption quand ils sont prêts à la mériter. J'ai 38 ans maintenant, bientôt 39. Célibataire, réussi, à la tête d'une entreprise dont je suis fier et d'une fondation qui compte. Je sors occasionnellement, rien de sérieux. Je ne suis pas pressé. La dernière relation m'a appris que la confiance se gagne lentement et se perd instantanément, et je ne suis plus prêt à faire de compromis là-dessus. Parfois, les gens me demandent si je regrette la façon dont j'ai géré tout cela, si j'ai été trop dur, trop calculateur. Je leur réponds non. Isabelle, Étienne et Marc ont fait des choix. Ils ont choisi l'avidité plutôt que l'intégrité, la conspiration plutôt que l'honnêteté. J'ai juste fait en sorte que ces choix aient des conséquences. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la responsabilisation. Et au final, c'est ce qui compte. Non pas prendre sa revanche, mais construire quelque chose de mieux à partir des décombres. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que je continue de faire.